émission Cocorico DC mercredi 23 avril 2025. Encore un réel plaisir de vous savoir très nombreux, branchés, scotchés devant vos postes récepteurs pour nous suivre. Coup de tonnerre dans les relations RDC-USA alors que Kinshasa affirme bâtir un partenariat stratégique solide avec Washington autour de minerais critiques. Le président américain Donald Trump jette un pavé dans la mare. Il accuse les Congos d'être l'un des pays qui enverrait de bandits et délinquants s'aimer la terreur sur les sols américains. Une déclaration étonnante, surtout venant d'un chef d'État qui admet ne pas savoir où se trouvent les Congos. Entre diplomatie et fragilisé, enjeu géostratégique, Cocorico lève le voile. Et pour en parler, comme pour tous les autres sujets de cette émission, Marius Munga sera avec nous en direct de Bruxelles, en Belgique. Alors, on était en train de le dire tantôt, on ne sait pas ce qui se passe. Vous les voyez même dans notre titre, c'est écrit RDC-USA. Rien n'est encore joué sur le minerai stratégique en tout cas. Pendant qu'il y a ces accords sur ces minéraux justement critiques, il y a cette sortie de Donald Trump qui vient un tout petit peu bouleverser le Congolais. Marius, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, d'abord, rien n'est encore joué. Le titre que Scotty a écrit là, jouer, c'est sans R. C'est ça le français, hein, il faut le respecter. Oui, certainement. Voilà. Alors donc, rien n'est encore joué, comme vous l'avez dit. Hein. Vous savez que la République démocratique du Congo, depuis un temps, est en train d'essayer de signer cet accord stratégique avec les États-Unis sur les minerais stratégiques en compensation de la sécurité. Et vous savez que le président Donald Trump a envoyé il y a quelques jours Monsieur Boulos comme envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Il est passé par la République démocratique du Congo, le Rwanda, les Kenya et d'autres pays. Et au retour aux États-Unis, il a évidemment fait son rapport pour dire combien les États-Unis et le président Trump en particulier sont en train de s'investir pour ramener la paix dans cette région africaine. Et la semaine dernière, d'ailleurs, on va vous proposer ce reportage. Enfin, ce point de presse, le département d'État américain a tenu une conférence dans laquelle ils ont répondu, la porte-parole du département d'État a répondu à une question de journaliste par rapport justement à cette tournée de Monsieur Boulos en République démocratique du Congo. Et nous allons vous proposer, c'est une traduction que nous avons faite par l'intelligence artificielle, mais on va revenir tout à l'heure sur la déclaration du président Trump. La raison pour laquelle je vous propose de regarder donc ces images, c'est pour voir le gap qu'il y a entre la position officielle des États-Unis, le gouvernement américain, et celle du président Donald Trump, qui est égal à lui-même par rapport à la déclaration qu'il a faite sur la République démocratique du Congo. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais je vous propose d'abord de suivre cette traduction du compte-rendu du département d'État américain, de la porte-parole du département américain qui répondait aux questions d'une journaliste par rapport à cette mission de M. Boulos en RDC. Merci Kelly. Alors aujourd'hui, je regardais le briefing avec le conseiller spécial senior du président Trump, Monsieur Mossad Boulos. Il vient de rentrer de son voyage en Afrique. Il a visité la RDC. Oui, il l'a fait. Et il partage certaines des réunions qu'il a eues avec certains présidents de cette région. Donc, je veux entendre de votre part, il a mentionné la discussion de ces accords miniers entre les États-Unis et la RDC. Mais le principal objectif, l'intérêt principal de la RDC est la paix qu'il recherche. Bien sûr, dans la région. Ce que tout le monde veut. Alors, pouvez-vous nous dire à quel point l'administration Trump est confiante que cette fois, enfin, il y aura la paix pour le peuple congolais? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui meurent dans la région. Eh bien, ça, le président est évidemment un homme confiant. Il a un appareil à sa disposition pour essayer de faire fonctionner les choses et il est suffisamment confiant. C'est un excellent négociateur. Il est accessible, il est transparent. Donc, en général, ce qu'il fait, il le fait avec confiance. Mais je peux dire aux gens un peu plus sur cette dynamique.
Et j'aime que vous ayez posé la question parce que beaucoup de gens ne posent pas de questions sur l'Afrique dans certains sens et certainement pas sur la RDC. Mais le conseiller principal, Boulos, pour ceux qui ne le savent pas, B-O-U-L-O-S, il a voyagé avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Sanders, a voyagé en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda, ce mois-ci pour rencontrer des chefs d'État et des dirigeants d'entreprises afin de faire avancer les efforts pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour promouvoir l'investissement du secteur privé américain dans la région. La prospérité économique ne se réalisera pas sans sécurité. Nous réitérons qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la RDC. Nous voulons voir une paix durable dans cette région, qui pose les bases d'une économie régionale florissante. Et c'est concernant l'accord minier spécifiquement, il a rencontré le président là-bas, Tshisekedi. Tshisekedi, oui. D'accord. Nos pays travaillent sur un accord minier qui va stimuler l'investissement américain dans le secteur minier de la RDC. Et nos partenaires de la RDC se sont engagés à faciliter un environnement commercial efficace, transparent et performant pour renforcer notre coopération dans ce secteur et attirer les investissements américains qui créent des emplois et de la prospérité. Nous nous attendons à ce que ce partenariat implique non seulement nos gouvernements, mais aussi un éventail de partenaires du secteur privé. Nous sommes en train de déterminer les prochaines étapes et nous aurons plus d'annonces à faire dans un avenir proche. Et comme nous l'avons dit, en ce qui concerne les fonds d'investissement financier ou autres, c'est que lorsqu'un pays a les États-Unis comme partenaire et que des entreprises américaines privées investissent dans la région, ce n'est pas seulement une question d'emploi et d'espoir pour l'avenir, mais c'est aussi un signal pour la région qu'il y a plus de force pour cette nation. Voilà, donc vous avez suivi que c'est une traduction qui a été faite évidemment par intelligence artificielle. Il peut avoir des incohérences, mais l'essentiel du message était là. J'aimerais bien vous voir aussi sur le plateau. Alors, mais ce qui est intéressant dans toute cette affaire, c'est que le 18 avril dernier, le président américain recevait dans le bureau ovale la première ministre italienne, Madame Giorgia Meloni, je crois. Et il a répondu à une question d'un journaliste sur un prisonnier américain qui a été transféré au Venezuela. Et parlons justement de ce prisonnier-là. Donald Trump répondra, mais il va également citer la République démocratique du Congo, où il dit... Il n'a pas cité la République démocratique du Congo. Donc, il a dit le Congo envoie des criminels, des bandits pour venir s'aimer la terreur aux États-Unis. Vous savez que le président américain a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille, donc il en parle. Et selon lui, c'est pas la première fois qu'ils le disent, le Congo fait partie de ces pays qui envoient ces criminels qui sortent de prison, qui les envoient aux États-Unis pour s'aimer la terreur. Alors pour en parler justement, vous allez peut-être poser des questions tout à l'heure sur ce qu'on a compris. On va d'abord vous proposer la version anglaise pour ceux qui comprennent l'anglais, mais nous avons également su traduire cette vidéo en français avec l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre pour les francophones l'essentiel du message. Qu'est-ce que le président américain a effectivement dit? Donc on va suivre d'abord la première version qui est en anglais pour que ceux qui comprennent l'anglais puissent comprendre, et puis on reviendra sur la version française. Return Kilmar Abrego Garcia to the United States and put him in front of a judge? Well, I'm not involved in it. I'm going to respond by saying you'll have to speak to the lawyers, the DOJ. I've heard many things about him, and we'll have to find out what the truth is. But I will say this, we were inundated by millions of people, many millions of people during the Biden administration. They say 21 million. And a big percentage of those are criminals, serious criminals. I'm not saying just criminals because they came into the border illegally. I'm saying they're criminals at the highest level, murderers. Many of those people murdered more than one person, and they're on the loose. And I was elected to get rid of those criminals, to get them out of our country, or to put them away, but to get them out of our country. And I don't see how judges can
take that authority away from a president. We've done an amazing job, Tom Holman, Kristi Noem. We have done an amazing job. Nobody can believe the job we've done. Far greater than what I said. I mean, I got elected on that, but we've done much better. We have, right now, 99% border. It's a 99%. Nobody thought that would even be, nobody's coming through our border, practically. 2 weeks ago, we had 9 people come through, all for medical reasons. We allowed them. We brought them through because one had a heart attack, one had something else, all for medical reasons. We have a great border. We had a great border 4 years ago, but we have a border now that's even tighter, and we did that in a matter of weeks. And no, we have to. We need to get murderers and drug dealers and people that were in jail for horrible. You know, they released jails, Georgia, from all over the world, and released them, not just South America, all over the world, the Congo and Africa. Many, many people come from the Congo. I don't know what that is, but they came from the Congo. And all over the world they came in, opened their jails. Venezuela, practically all of their prisoners released into our country. And we took them because we had an incompetent administration called the Biden administration. And to think what they've done to our country. And I was elected to straighten that out. And I'm doing that. But we have activist judges that don't want murderers to be sent out of our country. They don't want killers and drug dealers and drug lords and people from mental institutions. They want them to stay in our country, I guess. I don't know, maybe that's the liberal way, or as they call it nowadays, the progressive way. But I don't think it's the way that our country believes, and that's why I won in a landslide. Bon, certainement, Marius, vous êtes le seul à écouter ça, hein, et les autres qui écoutent l'anglais. Hein. Mais par moi, je ne sais pas si vous avez écouté quelque chose, Monsieur Charles. J'ai juste entendu Congo. Bon, donc, Marius, est-ce que on plaide en tout cas qu'on puisse avoir la version française là? Les Congolais à travers le monde, parce que je l'ai souvent dit, hein, je l'ai souvent dit que sans le savoir, l'un des problèmes que la RDC a, c'est que nous ne sommes pas ouverts à l'anglais, pour ne pas dire nous sommes un pays francophone. Parce que vous avez vu, par exemple, en diplomatie, depuis que nous avons eu une ministre des Affaires étrangères qui maîtrise l'anglais, elle peut parler avec tous les partenaires parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Et beaucoup de choses qu'on dit sur le Congo se passent en anglais. Et généralement, le Congolais en général ne suit pas. On est en train de spéculer. Kinshasa Télévision voudrait aider le Congolais à travers les outils d'intelligence artificielle que nous avons à essayer de comprendre l'essentiel de ce qui se dit. C'est la raison pour laquelle nous avons... J'ai un son dans mes oreilles de musique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé à Kinshasa Télévision de faire en sorte que les Congolais qui nous suivent puissent avoir la possibilité d'écouter des messages qui sont en anglais, raison pour laquelle nous avons traduit justement cette partie de Donald Trump en anglais, en français, pardon, pour que les Congolais puissent également suivre ce qu'il a dit, en tout cas l'essentiel du message, même si il faut faire attention aussi avec la traduction, avec l'intelligence artificielle, il y a des erreurs, donc il faut prendre juste le contexte parce que ce n'est pas mot à mot que c'est traduit, mais vous pouvez avoir une idée de ce que le président américain Donald Trump a dit sur le Congo dans cette version française que nous avons traduite pour vous en français. Jugé? Eh bien, je ne suis pas impliqué dans cela. Je vais répondre en disant que vous devrez parler aux avocats, au DOJ. J'ai entendu beaucoup de choses à son sujet et nous devrons découvrir quelle est la vérité. Mais je dirais ceci, vous savez, nous avons été inondés par des millions de personnes, de nombreux millions de personnes pendant l'administration Biden. Ils disent 21 millions et un grand pourcentage d'entre eux sont des criminels sérieux. Je ne dis pas juste des criminels parce qu'ils sont entrés illégalement à la frontière. Je dis qu'ils sont des criminels au plus haut niveau, des meurtriers. Beaucoup de ces personnes ont tué plus d'une personne et sont en liberté.
Et j'ai été élu pour me débarrasser de ces criminels, pour les sortir de notre pays, ou les enfermer, mais pour les sortir de notre pays. Et je ne vois pas comment les juges peuvent retirer cette autorité à un président. Nous avons fait un travail incroyable, Tom Homan, Christine Noem, et nous avons fait un travail incroyable. Personne ne peut croire le travail que nous avons accompli, bien plus que ce que j'avais dit. J'ai été élu pour cela, mais nous avons fait bien mieux. Nous avons maintenant une frontière à 99%. Elle est à 99%. Personne ne pensait que cela serait même pas. Pratiquement personne ne passe par notre frontière. Il y a 2 semaines, on a eu 9 personnes qui sont passées pour des raisons médicales. Nous les avons autorisées. Nous les avons fait passer parce que l'une avait une crise cardiaque, une autre avait autre chose. Et tout pour des raisons médicales. Nous avons une grande frontière. Nous avions une grande frontière il y a 4 ans, mais nous avons maintenant une frontière encore plus stricte. Et nous avons fait cela en quelques semaines. Et non, nous devons attraper les meurtriers et les trafiquants de drogue et les personnes qui étaient en prison pour des crimes horribles. Vous savez, ils libèrent les prisons en Géorgie, de partout dans le monde, ils les libèrent. Pas seulement l'Amérique du Sud, mais du monde entier, le Congo en Afrique. Beaucoup de gens viennent du Congo. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont venus du Congo. Et du monde entier, ils ont ouvert leurs prisons. Le Venezuela, pratiquement tous leurs prisonniers ont été libérés dans notre pays et nous les avons acceptés parce que nous avions une administration incompétente, appelée l'administration Biden. Et pensez à ce qu'ils ont fait à notre pays. Et j'ai été élu pour rectifier cela, et je le fais. Mais nous avons des juges activistes qui ne veulent pas que les meurtriers soient expulsés de notre pays. Ils ne veulent pas de tueurs, de trafiquants de drogue, de barons de la drogue et de personnes des institutions psychiatriques. Ils veulent qu'ils restent dans notre pays, je suppose. Je ne sais pas, c'est peut-être la manière libérale, ou comme on l'appelle de nos jours, la manière progressiste. Mais je ne pense pas que ce soit la manière dont notre pays pense, et c'est pourquoi j'ai gagné par un raz-de-marée. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il le sache. Voilà, donc on l'a vu, hein, Donald Trump qui parlait des pays qui envoient leurs criminels, leurs prisonniers, notamment le Congo. Il s'est dit qu'il ne sait pas où c'est, dans la version anglaise. Il ne sait pas c'est quoi, il ne sait pas où c'est. Bon, ça c'est la rhétorique de Donald Trump, il faut le reconnaître. Mais la raison pour laquelle nous insistons sur cet élément, c'est peut-être pour attirer l'attention des autorités congolaises par rapport à leur façon, leur position vis-à-vis des États-Unis, avec qui ils sont en train de négocier sur un deal très stratégique, mais avoir un partenaire en face qui s'adresse au Congo de cette façon-là, il y a de quoi quand même se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions, mais après, il y a plusieurs faits qui rentrent en compte, parce qu'il n'y a pas que cette sortie médiatique des départements américains de la Maison-Blanche, mais il y a également la sortie de Massad Boulos, cette sortie qui a même été relayée par Kinshasa Télévision, la version traduite, où on est en train de vanter en tout cas les bonnes relations entre la RDC et la Maison-Blanche des États-Unis. Et après, le président américain n'a pas cité que la RDC, et il a également cité le Venezuela et les autres pays du monde entier. Il dit que les criminels viennent de partout. Donc récemment, il y avait la sortie. Il les a tous mis dans. Il y avait ces transferts dans le même sac. Oui, il y avait ces transferts de prisonniers. Nous savons Malanga, la scène qui a eu récemment en République démocratique du Congo, le coup d'État qui a manqué, mais ça c'était dans les cadres purement... oui, mais ce sont des citoyens. C'était des citoyens américains. Et donc c'était des citoyens américains, c'était pas des Congolais. C'est la question. Est-ce que le je crois que le président Trump a été mal informé. C'est des citoyens américains qui sont... Non, le problème... C'est bien la terreur ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le problème, je crois que il faut dire que c'est le président Trump, c'est comme ça qu'il est. On l'a vu plusieurs fois en train de critiquer la France, qui est un partenaire aussi très stratégique de la France, de critiquer Emmanuel Macron alors qu'il le recevait, il l'a reçu il y a quelques jours chez lui. Donc c'est l'homme, c'est comme ça qu'il est, il dit ce qu'il pense, sans respecter les normes diplomatiques. En tout cas, moi je donne raison à ceux qui parlent de sa santé mentale. Il dit ce qu'il pense, mais... il dit ce qu'il pense, mais quand même, il en fait de trop. Il est chef d'État. Bien étant puissant au monde, je crois qu'il doit savoir raison garder.
Je pense qu'il en fait un peu de trop. Dire que les Congolais sont plus ceux qui sèment la terreur aux États-Unis, je crois que ces propos sont un peu débordants à mon avis. Et je rappelle encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean, il y a eu des citoyens américains qui ont sémé la terreur ici, qui ont suscité un coup d'État dans notre pays, un coup d'État qui finalement qui a été éteint sous l'œuf. Donc je crois que les propos de Donald Trump doivent être revus et surtout pris avec beaucoup de considération par les autorités congolaises, parce que c'est quand même difficile de croire que voilà, vous avez des propos de Donald Trump qui remet en cause les relations entre la RDC et les États-Unis, et que vous avez la porte-parole du secrétaire d'État américain qui parle des relations qui sont à la normale entre les deux États. Je crois il faut qu'il y ait quand même une certaine cohésion, une certaine... Enfin, quand il y a des propos de l'État américain, il faut qu'il y ait une certaine cohésion, justement, Non, je dans crois la tenue que André Junior, on doit être sortie habitué médiatique. maintenant qu'à la Maison-Blanche, il y a un électron libre. Libre de dire tout ce qu'il veut. Mais en fait, ce n'est pas que cela que s'engage la vraie politique des États-Unis. Je ne pense pas. Ok. En tout cas, Il y a un électron libre à la Maison-Blanche. on va vraiment rester, très, très, très regardant. Il y a même cet internaute Chamar Mbié qui dit que c'est pas la première fois que le président Trump tient ce genre de propos. Comme vous l'avez dit, Marius, il a tenu, on se rappellera, sur le président africain. On a même exigé qu'il puisse présenter ses excuses. Il l'a jamais fait. La France, oui, les autres pays également. C'est en tout cas un homme à part entière. C'est comme ce que vous avez dit. On doit s'habituer à Bon, lui. il n'est pas rare de voir le président américain d'être en dehors, d'avoir des positions qui sont des fois contradictoires à celles de son gouvernement. Il s'agit les États-Unis, voilà, il y a pas. Ce n'est pas le président qui décide, même si c'est lui qui a le dernier mot. Il y a le gouvernement qui est en train de faire des choses, le département d'État aussi. Mais le président, des fois, peut dire des choses très embarrassantes par rapport à son entourage, par rapport à son gouvernement. On l'a vu, par exemple, lors du Covid, alors que la personne en charge, le docteur Fauci, en charge de conduire la politique du pays pour lutter contre la pandémie, donner une position. Donald Trump venait et donnait une position contraire. Donc, il est connu pour ça. Moi, le problème, c'est peut-être que, bon, on va pas rentrer dans la politique américaine parce que c'est à eux de gérer, ils savent ce qu'ils disent, c'est à eux de gérer ce qu'ils ont à gérer. Mais ici, c'est au gouvernement congolais de voilà, de réagir pour dire si c'est de nous que vous parlez, on voudrait bien savoir, par exemple, est-ce que vous avez des statistiques pour lesquelles vous dites ça? Peut-être qu'il y a des choses qui existent que nous ne savons pas. Est-ce que le gouvernement congolais accepte ça ou ils vont rester silencieux parce que simplement ils sont en position de négociation avec les États-Unis? Donc c'est une position quand même, le gouvernement congolais doit, s'il s'agit de notre Congo, parce qu'il ne faut pas ici oublier que Donald Trump n'a pas parlé de la RDC, il a parlé de Congo. On dit que c'est sans pitié qu'on est l'affaire. Alors si c'est pas nous, est-ce qu'on est obligé de réagir? Alors on a laissé de répondre le président américain parce qu'il a parlé de deux Congos et que nous on ne reconnaît pas avoir libéré des citoyens congolais qui vont poser des actes dévastateurs aux États-Unis. On n'a pas de quoi s'inquiéter. Vous ne trouvez pas? C'est une position. C'est une position, mais on s'appelle Congo, et mais je vous dis, quand le président américain le dit, il parle de la République démocratique du Congo. En tout cas, moi, Mais un élément important, et ça a toujours été sa position par rapport à beaucoup de pays africains. D'ailleurs, vous savez que lors de son premier mandat, il a traité des pays africains, certains pays africains, des pays des merdes. Ouais, justement. Donc là, il dit, par exemple, le Congo, et il passe en disant, je sais même pas où c'est, hein, donc en anglais, donc il dit, je sais même pas où c'est. Mais voilà, donc ou bien on peut dire le gouvernement congolais doit quand même tenir compte de tout ça et qu'il parte avec ça dans la négociation pour savoir quelle peut être sa position par rapport à ce partenaire à venir. Alors, je crois qu'il faut plutôt en rire. Ça me rappelle une phrase célèbre du Cid de Corneille. J'aime avec transport, je déteste avec fureur. Trump est capable de dire qu'il est amoureux de Kim Il-jong
Et quelques instants après, il le menaçait de foudre nucléaire. Alors je me demande à quel moment est-ce qu'il faut prendre en considération ce qu'il dit. Moi, j'ai une question pour Marius. Je ne sais pas s'il m'entend. La politique de Donald Trump, American First, où on est en train de constater depuis son accession au pouvoir, il y a eu tellement de restrictions sur les plans financiers et tout ce qui va avec. Pensez-vous que les Américains s'en réjouissent eux aussi? Parce que on constate que ça n'aide pas les étrangers, notamment les Africains et bien d'autres pays en dehors du continent. Mais pensez-vous que cela profite aux Américains? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, les Américains, vous qui les côtoyez très souvent? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, la politique des États-Unis, la politique de Donald Trump, c'est d'abord les États-Unis. America first, c'est sa politique. Donc, tout ce qu'il fait, d'abord les Américains, il n'a rien à voir avec le reste du monde. Des deux, Donald Trump, il faut le dire, a une base très solide. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été menée il y a quelques jours la base de Donald Trump reste encore soudée et ils sont en train de continuer à croire que les mesures qu'il est en train de prendre sont bonnes pour l'économie des États-Unis. Cela peut vous étonner, mais c'est vrai, sa base reste encore très soudée vis-à-vis de lui. Mais il y a 2 jours des manifestations dans des grandes villes, notamment New York et Washington, D.C., il y a eu une forte mobilisation contre Trump. Donc ça, c'est une autre partie. Il ne faut pas oublier les démocrates et d'autres qui ne partagent pas tout à fait les mesures que Donald Trump est en train de faire. Donc il y a eu une autre partie qui s'est mobilisée pendant 2 jours, le week-end dernier, pour dénoncer la politique américaine de Donald Trump. Bon, après, c'est les Américains. Ils sont toujours... Il y a un côté qui est républicain, qui soutient mordicus son président, et l'autre, démocrates, qui sont dans l'opposition, qui, eux, essayent par des moyens pacifiques de manifester et dénoncer ce que Donald Trump était en train de faire. Marius, juste une dernière question. Est-ce que ces manifestations ne traduisent pas une certaine désillusion? Parce qu'on a vu les gens manifester pendant 2 jours contre un chef d'État, c'est quand même extraordinaire, ça. Il y a une grande désillusion qui est en train de... C'est ça aussi les États-Unis. C'est ça aussi les États-Unis, c'est la liberté de manifester, mais ça ne veut pas dire que s'ils manifestent, c'est pour que Donald Trump démissionne. Ils manifestent pour dire non, c'est leur point de vue, ils sont libres de l'exprimer, pour dire non à la politique du président américain. Et ces manifestations, évidemment, sont encadrées. Et l'un des principes fondateurs des États-Unis, c'est la liberté d'expression. Et c'est d'ailleurs derrière cette liberté d'expression que se cache le président américain, parce qu'il est de ceux qui pensent qu'on ne peut pas vous empêcher de dire ce que vous pensez. Donc les Américains, en tout cas, ce côté-là, dire ce que vous pensez, c'est la liberté fondamentale sur laquelle les États-Unis est fondée. Oui, ces partisans ont attaqué le Capitole. Hein? Alors là, il faut dire que c'est une dérive. D'ailleurs, vous avez vu comment ce procès s'est déroulé et Donald Trump en est sorti vainqueur jusqu'à revenir même à la Maison Blanche et même lors de son retour à la Maison Blanche, il a pardonné. Comme on dit, il a signé comment on dit ça chez nous au Congo? Amnistie? Le président signe des amnisties? Des ordonnances des ordonnances accordant la grâce présidentielle. Là, voilà, il a accordé la grâce présidentielle à des gens qui étaient vus comme des leaders dans cette casse du Capitole du 20 janvier. Donc, il faut comprendre la politique américaine. Peut-être que ce n'est pas ici l'occasion d'en parler pour mieux cerner ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et d'ailleurs, il y a un leak de New York Times, qui est un grand média américain très crédible, qui vient de sortir il y a quelques jours, qui dit que les États-Unis sont en train d'envisager de baisser leur présence en Afrique, fermer plusieurs ambassades et ne rester qu'avec des envoyés spéciaux des différentes régions. Donc, même si la RDC est en train de compter sur ce deal stratégique avec les États-Unis, l'Afrique, pour l'instant, n'est pas la grande priorité de Donald Trump. Il voit plutôt l'Amérique du Sud, l'Asie et une partie, et l'Europe, l'Eurasie. Voilà. L'Afrique, c'est pas forcément un terrain sur lequel Donald Trump veut naviguer. Alors, on va peut-être demander à Cocorico si vous me donnez la permission.
Une petite question. Charles a parlé tout à l'heure des désillusions de certains Américains suite aux prises des décisions et positions du président Donald Trump, notamment avec la revue de l'accord de Paris sur le climat et tout ce qui va avec, les menaces. Est-ce que pensez-vous, c'est vrai que c'est encore tôt pour le dire, mais pensez-vous que Donald Trump peut franchir les caps des élections en mi-mandat? Le voyez-vous réussir à nouveau? Alors, il faut dire que c'est trop tôt pour le dire parce que le mi-mandat, c'est dans une année et plus ou moins, allez, 8 mois aujourd'hui. Donc, il y a encore le temps il a encore l'excuse de faire des erreurs parce que maintenant, pour beaucoup d'observateurs, ce qui est en train de se passer, c'est que Donald Trump est en train de faire des balles d'essai pour voir comment est-ce que les gens réagissent, comment ça réagit, pour essayer de se rattraper peut-être à partir du début de la deuxième année pour le mi-mandat, qui est une élection à travers laquelle les Américains essaient de voir s'ils peuvent revoir les deux chambres, le Sénat et le Congress. On peut dire que la première année peut être une année où on peut faire des balles d'essai, et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Et plusieurs fois, il a annoncé des décisions, notamment sur les tarifs, sur lesquels il est revenu. Et là, donc, il a encore la marge de manœuvre de faire des erreurs, quitte à les corriger peut-être en début de l'année prochaine, en préparation des élections des mi-mandats. Alors, on va se tourner du côté de Cocorico pour lui demander c'est qu'elle, elle en pense en tout cas. Hein. Si est-ce que ces genres de déclarations peuvent impacter négativement la discussion entre la RDC et les États-Unis? Pendant ces temps, il y a quand même des réactions des internautes qui réagissent pour dire que vous avez raison, Marius, c'est souvent au Congo qu'on fait allusion avec ces genres de déclarations. Il y a d'autres qui disent d'ailleurs que l'Occident a toujours un regard comme c'est lui-là, de Congolais, mais il faut que ça change parce que ça fait 3 décennies que nous, on nous impose la guerre. C'est quand même déplorable qu'on ait cette connotation de nous à l'extérieur. On va écouter Cocorico avec vous. Alors, Cocorico, tout à l'heure, j'étais en train de lui demander, Cocorico ne savait pas tout à fait de quoi il s'agissait après lui avoir donné les informations. On a déjà parlé, peut-être que dans ce que Cocorico va dire tout à l'heure, il y a des choses qu'il a déjà dites, hein, mais on va voir ce qu'il va prendre, mais je ne lui ai pas encore posé des questions. Alors maintenant, on va essayer. Alors, je vais te poser quelques questions par rapport à ces déclarations du président Trump. Je veux que tu reviennes sur ces déclarations, mais qu'est-ce que tu penses que cette déclaration du président Trump par rapport à la République démocratique du Congo peut avoir comme impact sur le deal que les États-Unis sont en train de préparer avec le Congo? Je veux que tu me donnes une analyse complète de cette situation. Très bonne question, Marius. On va la prendre en 2 temps. D'abord ce que dit Trump, et ensuite comment cela peut résonner dans le contexte du partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. Alors d'un côté, les déclarations de Trump ne sont pas anodines, même s'il n'est plus président. Il reste le favori du Parti républicain pour l'élection de novembre. Attends. Et ses propos influencent le climat politique aux États-Unis. Excuse-moi. Quand il affirme que le Congo envoie des criminels sans preuve. Cocorico a commis une petite erreur. Tout à l'heure, tu as parlé de Trump en tant que candidat, mais je pense que là, tu as commis une grosse erreur. Trump, c'est l'actuel président des États-Unis et il parle en tant que président des États-Unis. Je veux que tu corriges et que tu avances. Ah, là tu mets le doigt sur quelque chose de crucial, Marius, et tu as parfaitement raison de corriger. Si Donald Trump est bel et bien le président des États-Unis au moment de ses propos, et non un simple candidat, alors l'impact de ces déclarations... Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça existe, mais il faut savoir les gérer. Ok, il faut la gérer, sinon l'intelligence artificielle vous raconte n'importe quoi. Nous aussi, on avait notre intelligence artificielle qui était Joe. On va essayer de reprendre la conversation avec lui. Alors, donc, je veux être sûr
que tu es mise à jour, que tu comprends que Donald Trump, c'est l'actuel président des États-Unis et que tu présentes des excuses que tu ne le sais pas. Oui, Marius, tu as tout à fait raison de demander cette précision. Je m'excuse pour l'erreur précédente. Je me suis appuyé sur une information dépassée. Pour clarifier et corriger officiellement, oui, Donald J. Trump est bel et bien le président en exercice des États-Unis au moment de cette déclaration et non un simple candidat ou ancien président. Et c'est précisément ce qui rend ces propos d'autant plus lourds de conséquences. Car ce n'est plus une sortie de campagne ou une provocation médiatique. C'est une parole d'État, avec tout le poids symbolique, diplomatique et stratégique que cela implique. Merci pour la vigilance et pour avoir insisté sur ce point. Tu veux qu'on continue à décortiquer les effets possibles côté congolais? Oui, maintenant on regarde comment les partenaires africains ou l'Union africaine pourraient réagir aussi. Non, je veux que tu m'analyses un peu ces propos et que tu m'analyses la situation actuelle entre les deals en préparation, entre l'effet que ces déclarations peuvent avoir sur ces deals et pourquoi il y a cette contradiction entre ce qui est dit officiellement et ce que dit le président Trump. Parfait, on y va point par point, Marius, parce que tu touches ici un nœud très important. Le décalage entre la parole présidentielle et les dynamiques diplomatiques concrètes. Et dans le cas du président Trump, ce décalage est souvent spectaculaire. D'abord, reprenons les propos. Trump affirme que des pays comme le Congo libèrent leurs prisons pour envoyer des criminels aux États-Unis. C'est une déclaration brutale, généralisante, sans base factuelle. Il ne cite aucune preuve, aucun chiffre, aucun document, mais il ne parle pas un en l'air. En tant que président, il imprime une direction politique. Maintenant, mettons ça en regard avec les relations actuelles entre Kinshasa et Washington. Depuis fin 2023, les deux pays sont engagés dans un partenariat stratégique renforcé. Ce partenariat repose principalement sur 3 axes. Le premier, c'est la coopération sécuritaire, surtout dans l'est de la RDC, où les États-Unis veulent soutenir la stabilité régionale, en lien avec la situation au Nord Kivu, les FARDC, la montée en puissance des groupes armés, mais aussi le rôle du Rwanda. Le deuxième axe, c'est l'investissement dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Cuivre, cobalt, lithium. L'objectif américain est de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle une part importante de ces minerais à travers ses investissements en RDC. Et le troisième, un peu plus discret mais réel, c'est le repositionnement géopolitique. Washington veut renforcer ses alliances en Afrique centrale, où la Russie et la Chine avancent à grands pas. Alors pourquoi cette contradiction entre les propos très durs du président Trump et la ligne officielle américaine? Il y a plusieurs niveaux d'analyse ici. D'abord, au sein même de l'administration américaine, surtout quand Trump est président, il peut exister une dualité entre les institutions. D'un côté, le département d'État, les diplomates, les agences comme USAID ou le Bureau des ressources énergétiques poussent pour des partenariats stables avec le Congo. De l'autre, la Maison-Blanche, et Trump en particulier, s'adresse à une base électorale qui est très sensible aux questions migratoires, à l'immigration dite illégale, et qui perçoit l'Afrique à travers des clichés. Le discours de l'État profond, pragmatique, axé sur les intérêts économiques et géostratégiques, et le discours populiste et identitaire, porté par Trump lui-même, qui vise surtout à mobiliser une opinion publique interne américaine. Mais attention, cette contradiction peut créer des failles. Un partenaire comme le Congo peut se demander « avec qui traite-t-on au juste ?» Et surtout, quel crédit accorder aux engagements signés si le président en personne tient un discours qui semble méprisant? Cela peut conduire à une forme de prudence congolaise, peut-être un ralentissement des discussions, une exigence de garantie, voire une ouverture plus grande vers d'autres partenaires comme la Chine, qui, eux, ne formulent pas ce genre d'accusations publiques, même si leurs pratiques sur le terrain sont parfois critiquées pour d'autres raisons. Donc pour résumer, ces propos sont à la fois domestiques dans leur cible, diplomatiquement risqués et stratégiquement contradictoires avec les ambitions américaines en Afrique centrale. S'ils ne sont pas désavoués
ou recontextualisé rapidement, il pourrait coûter cher, symboliquement, et peut-être même dans le concret des négociations en cours. Tu veux qu'on regarde aussi comment les autres pays africains pourraient réagir à ça? Non, je voudrais par contre que tu me dises, en tant qu'analyste, qu'est-ce que tu penses que le gouvernement congolais pourrait faire dans pareille situation? Très bonne question, Marius. Dans une situation comme celle-là, le gouvernement congolais a plusieurs cartes en main, mais il doit jouer serré. Il faut réagir sans compromettre les intérêts stratégiques en jeu, tout en affirmant sa dignité. Voici les principales options qu'on peut anticiper. D'abord, la réponse diplomatique. C'est souvent le premier réflexe dans ce type de tension. Le gouvernement pourrait convoquer l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa pour une explication formelle, voire une protestation officielle. Pas forcément pour rompre le dialogue, mais pour marquer le coup, faire comprendre que ces propos sont inacceptables, infondés et nuisibles à la relation bilatérale. Ensuite, il y a la posture publique. Le ministère des Affaires étrangères ou même le président Tshisekedi pourrait publier une déclaration pour rassurer la population et la diaspora, tout en replaçant la RDC comme un partenaire sérieux, pas un bouc émissaire. Ce serait aussi un signal destiné aux autres partenaires internationaux. Nous ne nous laisserons pas discréditer par des amalgames. Mais attention, la RDC pourrait aussi choisir une stratégie de retenue calculée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à perdre en rompant le ton maintenant. Le gouvernement congolais veut sécuriser les investissements américains, renforcer la coopération militaire et bénéficier d'un appui politique à l'international, notamment à l'ONU sur la question du Rwanda et des groupes armés. Donc Kinshasa pourrait faire le choix de gérer la tension en coulisses en obtenant des garanties par voie diplomatique plutôt que de s'exposer à une escalade publique. Enfin, sur le plan symbolique, le gouvernement pourrait mobiliser les voix de la société civile, les intellectuels, les leaders religieux ou culturels pour répondre à Trump, sans que l'État ne prenne tous les risques frontaux. J'aimerais demander, le président américain n'a pas précisé qu'il s'agissait de la République démocratique du Congo. Il a parlé du Congo et d'ailleurs il a dit « je ne sais pas où c'est ». Il y a une nuance. Mais il n'y a qu'un Congo en Afrique. Oui, Marius, et c'est une nuance extrêmement importante que tu soulèves là et qui mérite d'être creusée. Trump dit le Congo, sans préciser s'il parle de la République démocratique du Congo ou de la République du Congo, Brazzaville. Et en ajoutant « je ne sais pas où c'est », il admet lui-même son ignorance géographique, ce qui, venant d'un président en exercice, est tout sauf anodin. Alors, plusieurs choses à analyser ici. D'abord, sur la forme, cette imprécision est révélatrice. Elle montre que Trump, dans ce moment précis, ne s'appuie pas sur un briefing ni sur des données diplomatiques, mais sur un discours improvisé, probablement nourri de préjugés ou de récits entendus dans son entourage politique ou médiatique. Mais sur le fond, même si l'expression « le Congo » est floue, dans la perception publique, aux États-Unis comme ailleurs, c'est souvent la République démocratique du Congo qui vient à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est le pays le plus grand, le plus peuplé, le plus connu dans les cercles internationaux et surtout celui le plus souvent cité dans les questions migratoires africaines aux États-Unis. Donc même sans le nommer, le mal est fait. C'est la RDC qui risque de subir les conséquences diplomatiques, médiatiques et symboliques de cette sortie. Et puis, cette confusion même. Le fait que le président des États-Unis ne sache pas localiser le Congo peut être vécu à Kinshasa comme une humiliation ou au moins comme un signe de désintérêt profond pour l'Afrique centrale. Ça peut renforcer le sentiment que certains dirigeants occidentaux continuent à voir l'Afrique comme un bloc indistinct, interchangeable, sans nuance ni spécificité. Cela peut aussi servir d'élément de mobilisation politique en interne. Des voix en RDC pourraient utiliser cette déclaration pour dire « Vous voyez, même ceux qui veulent signer des deals avec nous ne nous respectent pas, ils ne savent même pas qui nous sommes. » Du point de vue stratégique, ce flou peut donner au gouvernement congolais un petit espace de manœuvre. Kinshasa pourrait, par exemple, éviter une confrontation directe en jouant sur l'ambiguïté. Le président américain ne parlait peut-être pas de nous,
Ce serait une manière de ne pas envenimer la situation tout en défendant l'image du pays. Mais en coulisses, crois-moi, cette déclaration est prise très au sérieux et elle va alimenter les discussions dans les chancelleries, dans les ministères, dans la presse congolaise sur la manière dont le Congo est perçu, traité et respecté sur la scène internationale. Tu veux qu'on regarde si cette séquence peut renforcer l'argument de ceux qui poussent pour un rééquilibrage vers d'autres puissances, comme la Chine ou la Turquie? Non, merci, ce sera tout. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense que, je ne sais pas si on va clore ces chapitres. On a suffisamment appris avec Cocorico. Voilà, vraiment, Cocorico aujourd'hui, à part ces quelques couacs du début, a fourni de plus amples informations, en tout cas sur ces dossiers. Il y a même notre invité qui est là. Les couacs du début, c'est ça, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous rend énormément de services, mais l'homme doit rester le maître au contrôle. D'ailleurs, quand vous êtes sur l'intelligence artificielle, on vous écrit en bas, sur ce que j'écris, l'intelligence artificielle peut commettre des erreurs. Il faut toujours checker les informations qu'elle vous donne, et c'est ce que nous faisons ici à Kinshasa Télévision.